Europe 1 Info, 13h-15h, Clélie Mathias. Bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. On est ensemble pendant encore une heure avec les grands entretiens d'Europe 1 Info. Dans un instant, dans une demi-heure même, je recevrai Charles Rodwell, député Ensemble pour la République des Yvelines, membre de la Commission des Finances. Mais tout d'abord, c'est Céline Hervieux, députée socialiste de Paris, qui est avec moi. Bonjour Madame Hervieux. Bonjour Clélie Mathias. Bonjour à tous soyez et tous. La bienvenue. On va commencer justement, je parlais de Charles Rodwell, eh bien il sera avec nous dans une demi-heure, mais ce soir il va défendre à l'Assemblée nationale sa proposition de loi qui vise à allonger à 7 mois la rétention administrative de certains étrangers condamnés et jugés très dangereux. Écoutez, il était l'invité de CNews ce matin et il a justifié ce texte. La plupart des laissez-passer consulaires, on a besoin de renvoyer ces personnes chez elles, sont plutôt longues à négocier. Nous assumons de ne cibler que les personnes les plus dangereuses avec ces propositions. Il y a deux types de personnes que nous voulons garder ancrées plus longtemps. Les premières, ce sont les terroristes et les criminels étrangers qui ont commis des actes extrêmement graves, actes de torture, actes de barbarie, séquestration grave, viol. On parle quand même, je vais dire, du haut du spectre, du haut du panier, des gens qui, n'auraient jamais dû être sur le territoire français. Donc il y a un énorme enjeu lié à l'entrée de personnes illégalement sur le territoire français. Cette proposition-là répond au deuxième enjeu, qui est de les retenir avant de les expulser du territoire et avant qu'elles ne passent à l'acte parce qu'elles sont remises en liberté. Est-ce que vous craignez ce texte comme de plusieurs associations, parmi lesquelles France Terre d'Asile, qui dénonce son inefficacité par rapport à l'objectif initial de ces centres, à savoir l'éloignement du territoire français ? Oui, tout à fait. Ce texte, il est aussi dangereux qu'inefficace. Et les associations l'ont pointé. Et en réalité, je pense que le rapporteur le sait, son intention est louable. Lutter contre le terrorisme. C'est ce que j'allais vous dire. Bien sûr, non, mais de ce point de vue-là, je pense que tout le monde sera d'accord. On parle d'individus donc, qui ont commis des actes extrêmement graves. Ça a été évoqué, donc des actes de terrorisme. Ce sont des gens qui ont passé des années en prison. Donc la première question que j'ai envie de poser au rapporteur, c'est pourquoi est-ce que les mesures d'éloignement et l'obtention de ces laissez-passer consulaires n'a pas lieu en amont, et est-ce que vraiment, sincèrement, il pense que garder les gens 30 jours de plus dans un CRA après les années qu'ils ont passées en prison va réellement permettre d'obtenir ces laissez-passer consulaires? La réponse est non. Et ce texte, si vous voulez, c'est son problème fondamental, c'est qu'il part d'une bonne intention et il fait tout de travers. C'est pour ça que je dépose une motion de rejet avec le groupe socialiste et que je la défendrai ce soir parce que ce texte est inefficace. Mais comment on fait pour obtenir ces laissez-passer consulaires? C'est-à-dire que face à cette impossibilité qui parfois relève plus de certains pays que de la volonté de la France, comment on fait? Donc il faut bien un moyen de lutter et d'essayer justement d'avoir quelques jours supplémentaires pour y arriver. Mais en fait, justement, je pense que les jours supplémentaires, penser que la solution, elle se trouve dans les jours supplémentaires, c'est une erreur. Puisque vous l'avez dit, ça dépend notamment des relations diplomatiques avec les différents États. Donc ce sont les chancelleries, ce sont tous les professionnels de cette diplomatie qui doivent travailler pour mieux obtenir des laissez-passer consulaires. Faire peser le risque sur les professionnels en CRA, en centre de rétention administrative, c'est une erreur. Et penser que les laissez-passer consulaires qu'on obtient dans la majorité des cas, dans les premiers jours de la rétention en général, ou alors qu'on les obtient pas du tout, laisser penser que garder les gens un mois de plus, ça va régler la solution, c'est faux, puisque en fait, ça fait des années qu'on augmente la durée de rétention dans ces centres. Et regardez les statistiques. Est-ce qu'on est mieux capable d'éloigner les personnes? La réponse est non. Et d'ailleurs, les professionnels de ces centres de rétention le disent, même les professionnels du ministère de l'Intérieur le disent. La durée de rétention n'est pas liée à notre capacité à mieux éloigner. Donc il faut quand même à un moment donné qu'on engrange cette donnée et qu'on arrête de proposer des fausses solutions, des mauvaises solutions. Parce que par ailleurs, les centres de rétention ne sont pas adaptés pour des profils de cette nature. On parle d'individus radicalisés. On parle de personnes qui ont fait des années de prison, qui ont commis des actes terroristes. Donc c'est évident que on a du temps en général quand ces personnes sont jugées, sont emprisonnées, on a du temps pour négocier avec les États. Bien sûr que c'est difficile, c'est pas automatique, mais laisser penser qu'en augmentant de 30 jours la rétention administrative, on va mieux éloigner, c'est une erreur et c'est plus grave, c'est un mensonge, c'est mentir aux Français. Alors, il n'y a pas que cela dans le texte, il y a aussi une injonction d'examen psychiatrique à la main du préfet. Alors, si la personne refuse, c'est un juge qui devra se prononcer. Ça aussi, vous y êtes défavorable, mais expliquez-nous pourquoi. Alors là aussi, c'est une erreur, c'est-à-dire que les psychiatres ne peuvent pas porter la responsabilité de la carence sécuritaire de l'État. Penser que les individus radicalisés vont pouvoir être mis dans des services d'hospitalisation de psychiatrie publique classique et que c'est comme ça qu'on va les déradicaliser en leur donnant des médicaments qui sont adaptés pour des psychotiques,
C'est une erreur, c'est une méconnaissance. Le rapporteur n'a même pas pris le temps d'auditionner les professionnels de la psychiatrie, des psychiatres, les magistrats du ministère de la Justice. Il s'est contenté d'auditionner la police. Et il nous explique qu'on va prendre des individus sur la base de notes de renseignement et qu'on va enjoindre les psychiatres à faire un examen psychiatrique de ces personnes qui potentiellement pourra aboutir à une hospitalisation sous contrainte. L'hospitalisation sous contrainte dans notre pays, sous demande d'un représentant de l'État, ça existe, donc c'est possible. Mais ça introduit une confusion qui est très grave. Ça participe à la stigmatisation des personnes qui souffrent de maladies mentales dans notre pays. Parce que bien souvent, vous savez, ces personnes qui sont malades psychiatriques, elles sont davantage dangereuses pour elles-mêmes plutôt que pour les autres. Premier point. Deuxième point, les radicalisés fanatiques ne sont pas traités sous l'angle de la psychiatrie. C'est très peu le cas parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que ce sont des personnes qui n'ont pas de déconnexion avec la réalité. Elles savent parfaitement ce qu'elles font, elles sont dans la manipulation. Bon, elles peuvent avoir des troubles de la personnalité, mais ce n'est pas en les enfermant dans un service de psychiatrie pendant 15 jours que vous allez empêcher le passage à l'acte. Ça n'est pas comme ça. C'est des idéologies très profondes. Et donc ça, en fait, le rapporteur le saurait s'il avait pris le temps d'entendre les psychiatres. Et d'ailleurs, les fédérations hospitalières sont vent debout contre. La psychiatrie va déjà très mal dans notre pays. Et donc, prendre le risque terroriste sous ce biais-là, c'est se tromper en fait de sujet et c'est faire peser un risque demain dans les services d'hospitalisation. Et on verra ce que Charles Rodwell répondra finalement, et vous répondra, puisqu'il sera l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info dans quelques instants, et il prendra votre place dans le studio. J'aimerais qu'on en vienne à ce débat sur le 1er mai, débat très français s'il en est. Écoutez, alors vous le savez, l'objectif c'est de savoir si ce 1er mai restera certes férié, mais est-ce qu'il sera chômé comme il est actuellement, ou est-ce qu'il y aura des dérogations? Il y a une réunion entre les syndicats et le ministre du Travail cet après-midi. Écoutez David Lisnard, maire Nouvelle Énergie de Cannes, président de l'Association des maires de France, qui s'est dit, lui, favorable au travail le 1er mai. Il était sur TF1, c'était ce matin. Je suis favorable à ce qu'on soit libre de pouvoir travailler. Pourquoi le limiter au boulanger? Moi, j'avais des magasins. Un week-end de 1er mai dans une station touristique, ça peut être très important en termes d'enjeux. Vos salariés sont volontaires pour travailler, pas tous, mais certains. Pourquoi ne pas laisser férier comme les autres fériés, les autres jours fériés, donc qu'il y ait la possibilité de ne pas travailler, mais qu'en revanche, ceux qui veulent travailler, travaillent, payés double. Donc vous étiez contre les syndicats et contre les menaces de la gauche? Non, je suis pour la liberté de travailler. J'ai l'impression qu'on est sur un débat du 19e siècle et que l'on concilie le jour férié. On a besoin de moments, je le répète, rituels, mais avec la capacité de travailler. Alors Olivier Faure n'exclut pas une motion de censure si ce dialogue social n'est pas respecté. Céline Hervieux, est-ce que, alors pour reprendre les arguments de David Lisnard, mais beaucoup disent mais c'est un combat d'arrière-garde, oui il faut évoluer, oui on est en 2026, il faut un peu plus de flexibilité. Qu'est-ce que vous répondez ? Mais la flexibilité, elle va toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on parle de volontariat, c'était le même débat qu'on avait sur le travail du dimanche, si vous voulez. Les dérogations, en réalité, elles existent pour certains secteurs, dans certains territoires aujourd'hui. Donc, le 1er mai, c'est un jour férié chômé qui doit le rester. C'est un droit social, c'est un acquis de longue date qu'on entend faire respecter. Et la question du volontariat, on le sait très bien qu'en réalité, on n'est jamais dans un rapport d'égalité avec le patron. Et donc, oui, si le patron vous dit, écoute, ce serait bien là quand même que tu puisses travailler ce jour-là, on le sait très bien qu'il y a des obligations. Malheureusement, le rapport de subordination fait que, oui, on a des salariés qui vont se sentir poussés à le faire. Et on ne va pas respecter ce temps qui est sacré, qui est un temps de repos. On a déjà des conditions de travail qui sont difficiles dans un certain nombre de métiers, et notamment dans les métiers qui étaient évoqués dans le débat. Les boulangers, les fleuristes et d'autres. Donc oui, nous pensons que vraiment c'est sacré ce moment du 1er mai, et ce à quoi on a assisté par le contournement des groupes macronistes à l'Assemblée nationale, vraiment c'est très grave parce qu'en fait ils ont utilisé la motion de rejet pour évincer les parlementaires du débat, ne pas respecter évidemment les organisations syndicales, mais ça à la limite on finit par être habitué, mais c'est extrêmement grave sur un sujet aussi important. Alors ça c'est la méthode, mais il n'y a rien d'illégal finalement, ça fait partie des outils à la disposition des parlementaires. Mais honnêtement il faut qu'on se pose la question de modifier le règlement. Comment on peut envisager que la motion de rejet, elle est faite, moi j'en défends une ce soir sur un texte que je considère comme anticonstitutionnel. Vous venez de me dire oui, mais parce que je suis la motion de rejet. Oui, mais parce que on utilise une motion de rejet quand on est opposé à ce texte. Peut-être les Français ne connaissent pas tous les rouages du fonctionnement parlementaire. Évidemment, c'est compliqué. Une motion de rejet, c'est pour rejeter un texte. Là, on a un groupe qui est en faveur du texte et qui
fait une motion de rejet. Aller plus vite, finalement. Exactement, pour squeezer le débat parlementaire. Voilà, c'est très clair et c'est très grave sur un sujet aussi important que le 1er mai. Sur le fond, justement, vous disiez il faut que ce 1er mai reste la journée des travailleurs et des travailleuses. Mais il y a déjà des gens qui travaillent déjà et qui peuvent travailler. Le boulanger, il a le droit de travailler, il a le droit d'ouvrir boutique, il n'a pas le droit d'avoir un salarié qui travaille. Mais lui, s'il a envie de travailler, rien ne l'empêche de le faire, selon la loi. Donc pourquoi ne pas développer un petit peu c'est pas des passe-droits d'ailleurs, mais ces autorisations de travail. Pourquoi ne pas les augmenter, puisqu'il y a des gens qui veulent travailler et qui n'ont rien contre travailler le 1er mai. Oui, mais en fait, je vois pas pourquoi les gens peuvent travailler tous les jours. Enfin, je veux dire, le 1er mai, c'est un jour qui est sacré. Il y a une autorisation qui est faite parce qu'effectivement, quand les gens sont leurs propres patrons. Mais on ne peut pas nier le fait que quand vous avez un lien de subordination, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est pas vous réellement qui prenez l'initiative, puisque ce que je disais, c'est que la question du volontariat, quand on est soumis à un patron, c'est pas un réel volontariat. Donc ça, on peut quand même questionner cela et laisser la possibilité aux gens de ne pas travailler. Garantir cette possibilité de ne pas travailler, c'est permettre justement que ce jour reste chômé pour tout le monde. Et je trouve que symboliquement, en plus, cette ultime atteinte en fait à notre droit social, à nos acquis sociaux par le gouvernement et par les macronistes. Vraiment, c'est une honte quand on sait qu'en plus, ils utilisaient l'argument du pouvoir d'achat en disant mais vous comprenez les Français, justement, ils pourraient être payés double. D'ailleurs, je ne crois pas que c'était garanti, le fait qu'ils puissent être payés double pendant cette journée. Mais bon, ça sera dans le dialogue éventuellement avec les syndicats. Mais vraiment, c'est une atteinte qui est inacceptable et ils utilisent l'argument du pouvoir d'achat alors qu'il y a plein de manières de soutenir le pouvoir d'achat autrement qu'en obligeant les gens à travailler sur des jours fériés. Vous vous souvenez quand il y avait le débat budgétaire, il avait été question de supprimer des jours fériés. Vous vous souvenez la mobilisation dans le pays, exactement. Les Français sont attachés à ça. Alors non, c'est pas un combat d'arrière-garde. Ça s'appelle un modèle social qu'on essaye de protéger. Et ça, j'aimerais bien. Et j'espère que le gouvernement va l'entendre. Et oui, s'il faut aller jusqu'à une motion de censure, on ira. Céline Hervieux, députée socialiste de Paris, est l'invitée des grands entretiens d'Europe 1 Info. On marque une courte pause et on se retrouvera juste après. On parlera notamment du scandale des agressions et violences sexuelles à Paris, le scandale du périscolaire. Et puis un peu de On se projettera en 2027. À tout de suite sur Europe 1. Il est 2h15. Vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. 13h, 15h, Europe 1 Info. Du lundi au vendredi de 14h à 15h, vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. C'est avec vous, Clélie Mathias, et votre invitée Céline Hervieux, députée PS de Paris. On en vient au scandale des agressions et violences dans le périscolaire à Paris. Je dis à Paris, mais il n'y a pas qu'à Paris d'ailleurs. Il y en a dans les Hauts-de-Seine aussi. Écoutez Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine, qui a annoncé ce matin des mesures face aux violences dans ce périscolaire. C'était ce matin sur notre antenne, sur l'antenne d'Europe 1. C'est un frein d'arrêt d'urgence. La priorité, lorsque l'on a connaissance d'un signalement, c'est de protéger les enfants. Et donc, lorsque j'aurai connaissance d'un signalement, je m'engage de manière systématique à écarter l'animateur en question le temps de l'enquête administrative. Cette suspension, elle peut durer jusqu'à 6 mois. 6 mois, c'est un temps suffisant pour faire le point sur la situation, regarder quelle est la réalité du dossier. J'y ajoute une mesure très importante, un article 40 au titre du Code de procédure pénale, c'est-à-dire le signalement à la justice de tous ces faits. Et les premiers qui doivent signaler ces faits, ce sont évidemment les maires, puisque ce sont eux qui organisent l'accueil périscolaire. C'est tout le monde, main dans la main, pour rappeler l'urgence de la mobilisation sur la protection de l'enfance. Donc suspension immédiate, transparence. À Paris, le nouveau maire Emmanuel Grégoire a lui aussi lancé un vaste plan assorti d'une enveloppe d'une vingtaine de millions d'euros pour tenter de stopper ces agressions. Depuis le début de l'année 2026, 78 à Paris, 78 animateurs ont été suspendus, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles. Alors là, il y a des mesures qui sont prises, il y a des plans qui sont annoncés, on suspend, on applique des mesures de transparence, c'est-à-dire que quand il y a un cas ou une suspicion, on en parle. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait, j'allais dire, sur quelque chose de plus structurel? L'école, et c'est important, est un sanctuaire, ça n'aurait jamais dû arriver. Donc qu'est-ce qu'on fait sur du plus long terme pour revoir ce système, revoir les embauches, revoir la formation de ces animateurs?
Bien sûr, vous avez raison, c'est une refonte structurelle qui est attendue. En tout cas, je parle pour Paris, évidemment, ça touche tout le territoire. Les violences faites aux enfants, c'est un défi majeur pour nos sociétés contemporaines, on le sait. Et d'ailleurs, les enfants sont aussi beaucoup victimes de violences dans leur propre environnement familial, il faut le rappeler. Donc, évidemment, mais là, l'école est un sanctuaire. Voilà. Est-ce qu'on en fait suffisamment, à part ces mesures qui sont annoncées? Je vous assure que je pense que là, honnêtement, la gravité de la situation a été identifiée, je pense, par tous, et en premier lieu par le maire de Paris, qui en a fait sa priorité. Dans le cadre du mandat, il a annoncé un certain nombre de mesures. Vous avez parlé des circuits de signalement. D'abord, la mise à l'écart, systématiquement. Les circuits de signalement... Ça a duré de faire... C'était fait quand même, parce que vous avez entendu certains témoignages. On dit, oui, c'est évident qu'il faut le suspendre, il faut signaler, il faut que tout le monde soit au courant. Oui, tout à fait. Manifestement, il y a eu des dysfonctionnements sur la question du signalement pour savoir, une fois qu'il y a un signalement, c'est pas tout de signaler, mais derrière, il faut qu'il y ait des actions qui se mettent immédiatement en place. Donc, il faut renforcer cela. Il faut des mesures de contrôle externe. Et ça a été dit pour justement avoir un regard qui ne soit pas forcément celui au cœur de la municipalité, mais un acteur externe, ça s'y est engagé aussi. Il y a la question de la formation, vous l'avez évoqué. Quand on a des criminels et des pédocriminels, malheureusement, c'est pas parce que vous augmentez les salaires ou autres que vous allez écarter, parce que vous avez des personnes qui sont organisées. Donc il faut évidemment la question des conditions de travail, d'avoir une meilleure visibilité sur les contrats, sur les personnes qui sont recrutées, d'avoir un suivi beaucoup plus fin de ces animateurs, de tous les adultes finalement qui interviennent au contact des enfants. Ça, c'est fondamental. Ça va demander des années, là. On va lancer une école des métiers du périscolaire. Ça, c'est quelque chose à moyen long terme, mais qui est important. À Paris ? Oui, tout à fait. Une école des métiers dédiée. On va pouvoir avoir un meilleur suivi aussi contractuel, donc mettre fin petit à petit et progressivement au statut de vacataire, par exemple. Donc, évidemment, avoir des professionnels mieux formés, mieux qualifiés, mieux identifiés et mieux suivis, avec des contrôles réguliers et aléatoires. Un circuit de signalement renforcé. Vous avez parlé de la transparence aux familles, et ça, je pense que c'est essentiel, et c'est ce qui a aussi peut-être dysfonctionné. Donc il faut vraiment renforcer de ce point de vue-là. Mettre en place des choses sur l'organisation de la journée qui fait que l'adulte n'est jamais seul avec l'enfant. Idem, c'est normalement le cas, mais on voit bien que compte tenu de l'organisation, ça peut être dysfonctionné. Donc ça, pareil, il faut être extrêmement intransigeant, c'est la tolérance zéro. Le maire l'a dit et répété. On a une obligation non pas de moyens, mais de résultats de ce point de vue. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a la Convention des temps de l'enfant qui va être lancée et qui doit rendre ses premières conclusions avant l'été. Et donc là, il va y avoir toute une réflexion qui va impliquer les parents, la communauté éducative évidemment, les élus bien entendu, pour réfléchir sur ces temps du périscolaire en particulier qui ont été pointés du doigt. Après plus de 3 années de passer à la tête direction des affaires scolaires à Paris, cette directrice a annoncé qu'elle quittait son poste. C'est quoi? C'est un fusible? Ou alors ça veut dire qu'il y a eu faute? Non, comment vous interprétez ce départ? Ça, je n'ai pas forcément de commentaires à faire parce que ce n'est pas une question de personne. On le disait, c'est un système. Il faut vraiment qu'on puisse travailler de façon structurelle, de façon profonde, et c'est pas lié à la direction des affaires scolaires spécifiquement. Tout le monde doit être impliqué. Les communautés éducatives, l'éducation nationale. Et je voulais ajouter cela, puisque la personne juste avant évoquait les enquêtes administratives et les enquêtes pénales. On a besoin d'accélérer, on a besoin de travailler main dans la main avec le tribunal judiciaire, la brigade de protection des mineurs. Quand vous avez des faits qui sont signalés, il faut venir tout de suite faire des prélèvements. Parce qu'après, derrière, comment vous allez prouver qu'il s'est passé des choses, etc. C'est très compliqué. Donc il faut renforcer la réactivité aussi de cette capacité à faire des prélèvements et du traitement derrière administratif et judiciaire. Parce que c'est ce qui va permettre réellement d'identifier les personnes pédocriminelles et de les écarter définitivement. Et ça, c'est très très important. Il faut respecter les secrets des enquêtes, etc. évidemment. La présomption d'innocence, c'est évident. Mais il faut vraiment qu'il y ait un meilleur travail, je pense, main dans la main entre les différents intervenants dans ces cas de figure. Céline Hervieux, on parle de dizaines d'animateurs suspects. On parle de dizaines, voire de centaines d'enfants qui auraient subi ces agressions et ces violences sexuelles. C'est à Paris, c'est dans les Hauts-de-Seine, c'est certainement peut-être, on ne l'espère pas, mais certainement peut-être ailleurs en France. Est-ce que tout cela donne le vertige et la nausée? Est-ce que vous pensez qu'on en parle suffisamment de ce scandale? Les violences faites aux enfants, je veux dire, ça doit être évidemment au cœur de notre débat public. Je pense qu'on en a beaucoup parlé récemment à travers l'affaire Betaram, notamment. Je sais qu'il y a une commission d'enquête qui a été très suivie à l'Assemblée nationale. Mais là aussi, il faudrait une commission d'enquête sur ce périscolaire, notamment parisien?
Écoutez, ça, je ne sais pas. C'est pas encore à l'ordre du jour aujourd'hui, puisque vous savez qu'en plus, on peut pas faire des commissions d'enquête sur des faits qui sont en cours d'instruction. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne temporalité, c'est le bon outil. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien sûr un sursaut national, parce que ça a été dit. Je pense qu'on a aussi une parole, entre guillemets, qui peut se libérer, mais on sait quand on est face à des tout petits enfants, on a besoin vraiment que toute la communauté qui entoure les activités de ces enfants, et d'ailleurs, c'est pas propre à l'école, puisqu'on sait qu'il y a des faits dans les associations culturelles, dans le sport, dans tous les endroits, en fait, nos enfants doivent être protégés. Et ça doit être au cœur de notre action au niveau national. Et j'espère que ce sera dans le débat pour la présidentielle. Et nous, Ville de Paris, je pense qu'on a pris conscience de la gravité des faits, très clairement, et que les choses vont arriver. Le plan est en cours et il y a déjà des mesures qui ont été annoncées. Je rappelle, Céline Hervieux, que vous êtes députée socialiste de Paris. Pour terminer, je voudrais vous faire écouter François Hollande, puisque vous parliez de la présidentielle. Écoutez ce qu'il disait sur BFM TV hier. J'ai déjà été président, je sais comment on peut y aller, vous voulez dire c'est trop on ne peut pas y aller. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord présenter ce qui est attendu par les Français, c'est quelle solution on a pour le pays dans un moment extrêmement difficile. Olivier Faure a dit à la mi-journée, je serais ravi d'être le candidat de la gauche non mélenchoniste. Est-ce que vous seriez ravi, vous aussi, que ce soit lui? Mais une candidature, c'est pas un ravissement. C'est pas d'être heureux pour être candidat. Une candidature, c'est pour être président. C'est-à-dire, il faut être candidat pour gagner l'élection présidentielle, pas pour être ravi de la crèche. Il y en a du monde sur la ligne, Céline Hervieux. Comment vous allez vous départir tous les candidats? Écoutez, la décision n'est pas encore prise. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument créer les conditions d'un rassemblement de toute la gauche hors Mélenchon. Rassemblement là. Hein. Parce que même au sein du Parti socialiste, le bureau de la semaine dernière, c'est très très mal terminé. Oui, mais je vais vous dire, toutes les ambitions individuelles iront droit dans le mur. Et je pense qu'ils et elles le savent. Et donc, il est temps, plus que temps, de mettre un peu les égos de côté. On n'est plus au moment du congrès du Parti socialiste. Là, il faut avancer à travers une procédure qui soit claire, qui prenne en compte l'avis des militants, et puis qu'il y ait une organisation de toutes les forces qui ne souhaitent pas voir l'extrême droite arriver dans ce pays, et qui ne souhaitent pas de la gauche mélenchoniste. Mais par exemple, une déclaration comme vient de le faire François Hollande, vous lui en voulez? Non, François Hollande, il est légitime au même titre que d'autres, mais de toute façon, il faut qu'il s'inscrive dans un système collectif, dans une démarche collective. Parce que partir tout seul comme ça, que ce soit François Hollande ou un autre, ça va droit dans le mur. Et je pense que tout le monde l'a compris. Donc j'espère que par esprit de responsabilité, et j'en ai aucun doute, on va réussir à trouver un candidat commun de toute la gauche hors Mélenchon. Merci beaucoup Céline Hervieux, députée socialiste de Paris. Dans un instant, à votre place, c'est Charles Rodwell qui sera là, député Ensemble pour la République des Yvelines et membre de la Commission des Finances. Vous écoutez Europe 1, il est 14h27. 13h, 15h, Europe 1 Info.